Ces ascensions alpines, disait-il, ont en elles-mêmes cette étrange magie. Plus les jours passent, plus je suis amoureux de la montagne. Si mes études me le permettaient, je passerais des journées entières sur les montagnes, à contempler dans cet air pur la grandeur du Créateur. Pier Giorgio était un passionné, et après son Dieu, la montagne était sa passion préférée. Pour elle, il n'hésitait pas à prendre des risques. À vrai dire, il n'était guère du genre à avoir froid aux yeux. Il n'était guère non plus du genre à s'ennuyer. Il avait un tempérament explosif. Ses amis avaient changé son nom en Fracassati, fracassé, en raison de la vitalité incroyable et intense qu'il manifestait en tout. Dieu a très bien partagé notre vie, car il nous donne tour à tour la joie et le temps sérieux, écrivait-il à une amie. Pier Giorgio aimait beaucoup le ski, mais il aimait aussi énormément la mer. Il aimait également l'automobile, le vélo, l'équitation, la photo. Mais par-dessus tout, il aimait la joie et les plaisanteries qui cimentent l'amitié. Nul ne s'ennuyait avec lui. Ce beau garçon exubérant, au sourire ouvert, était né à Turin le 6 avril 1901. La famille de Pier Giorgio était aisée et très connue. Son père, Alfredo Frassati, était un personnage important. Il était avocat et surtout propriétaire et directeur de la Stampa, le journal le plus diffusé et renommé de Turin. En 1913, il devint sénateur et en 1921, ambassadeur d'Italie dans la capitale de l'Allemagne. Sa maman, Adélaïde Amétis, était un peintre estimé. Sa sœur, Luciana, la dernière de la famille, est née 1 an après Pier Giorgio et était unie à lui par une affection tendre et une complicité sans pareille. Le petit Pier Giorgio affronte l'école avec enthousiasme. Ce qui lui plaisait le plus, c'était la compagnie de ses camarades, la joie bruyante, les courses par les ruelles de Turin avec sa sœur à la main. Quant aux études, elles se révèlent très tôt fastidieuses pour notre petit Pier Giorgio. L'avocat Frassati et sa femme n'étaient pas très forts en matière religieuse. Qui donc enseigna à Pier Giorgio à voir Dieu dans la beauté du ciel et dans le visage des pauvres? Ce fut sa grand-mère Linda. C'est elle qui le fit entrer pour la première fois dans une église pour saluer le maître de ces lieux. Sa présence silencieuse était signalée par une lampe rouge. L'Eucharistie, l'Évangile et les pauvres furent les 3 premières lumières où Pier Giorgio rencontra Jésus pendant toute sa vie. Un jour, Pier Giorgio et son papa furent accostés par un pauvre mal habillé qui tendait la main pour pouvoir manger.
Le papa dit à Pier Giorgio, « Il est ivre », et il continua sa route. Mais Pier Giorgio s'arrêta un instant et vit sur le visage de ce pauvre une grande tristesse. Rejoignant alors son père, il pleurait tout en marchant à ses côtés. « Mais qu'est-ce que tu as ?» lui dit son père d'un ton sec. « Jésus est venu, et toi tu l'as envoyé promener. » Pier Giorgio fit tant et si bien qu'il obtint de son père la promesse qu'il prendrait des informations sur ce pauvre afin de l'aider par la suite. Il était comme irrésistiblement attiré par toutes les œuvres divines, si belles et si bonnes. Il irradiait de lui une bonté et une sympathie si vives que tous ceux qui s'approchaient de lui avaient aussitôt la certitude de pouvoir compter sur sa bienveillance. Ainsi, Pier Giorgio parvint à persuader le jardinier de sa villa de vacances de bien vouloir l'accompagner tous les matins à la messe au sanctuaire de Sainte-Europe. Ce brave jardinier n'était alors pas croyant. Mais comment refuser quelque chose à ce garçon si gentil ? Le sénateur Frassati savait transmettre à ses enfants les valeurs auxquelles il tenait, le sens du devoir et l'exactitude dans le travail. Cependant, tout n'allait pas très bien en famille. Il y avait surtout de grosses difficultés entre le père et la mère, si bien que souvent, les repas se déroulaient dans un silence embarrassé. Le 10 juin 1915, Pier Giorgio reçut la confirmation, le sacrement qui nous fait parfaits chrétiens et soldats de Jésus-Christ, disait le catéchisme qu'il avait appris par cœur. Depuis 17 jours, l'Italie était entrée en guerre. Pier Giorgio savait fort bien ce qu'était un soldat, ce que signifiait combattre. Il lui restait 10 années à vivre. Il les vivra toutes en première ligne, comme soldat de Jésus. Sa sensibilité vis-à-vis du prochain s'affine. Un jour que ses compagnons passaient bruyamment la porte du lycée, il fut le seul à se rendre compte, en voyant le visage du portier, que quelque chose n'allait pas. « Que vous arrive-t-il » demanda-t-il. « Mon fils unique est mort. Il n'avait que 14 ans. » Pier Giorgio baissa alors les yeux et resta un moment avec lui pour le réconforter. Les autres étaient déjà loin et n'avaient même pas soupçonné le drame que ce pauvre homme vivait en son cœur. La spontanéité et la profondeur de sa vie chrétienne fleurissaient en sourires des plus désarmants. Le soir, dans les refuges de montagne, c'était toujours la même proposition. « Nous sommes d'accord, je graisse vos chaussures et en échange, nous récitons ensemble le rosaire. » Pier Giorgio était simple et spontané. Un jour, alors qu'il sortait d'une église, un de ses anciens amis lui demanda avec ironie « Es-tu donc devenu bigot ?» Et lui de répondre simplement « Non, je suis resté chrétien. » Son verbe préféré était participer. Il sentait fortement les exigences de l'organisation catholique. Il était inscrit dans plusieurs cercles de jeunes catholiques, en particulier celui des étudiants catholiques de la Fuji. Il appartenait également à la conférence de Saint-Vincent de Paul et au tiers ordre dominicain, où il avait pris comme nom celui de frère Jérôme, en hommage à Savonarole.
Je suis un fervent admirateur de ce frère qui mourut comme un saint sur le bûcher. Dans tous ses engagements, jamais il n'apparaissait comme simple spectateur, mais toujours comme témoin engagé. Toutes les fois qu'il y avait un rassemblement catholique auquel les jeunes étaient invités, écrit un ami, on était quasi certain d'y voir apparaître son visage. Son père espérait beaucoup qu'il devienne son successeur comme administrateur de son journal, La Stampa. Mais Pier Giorgio avait d'autres projets. Quand il connut le dur labeur des ouvriers des mines, il ne se limita pas à des gestes de solidarité, mais il voulut carrément s'engager à leur côté. « Je serai ingénieur des mines », écrit-il, afin de pouvoir me consacrer encore davantage au Christ chez les mineurs. En tant que prêtre, je ne pourrais le faire, mais en tant que laïc, donnant le bon exemple et vraiment catholique, oui, je pourrais le faire. Mais étudier lui coûtait beaucoup. Le matin, il se lavait à l'eau froide et se rasait vite afin de faire plaisir à sa mère qui le grondait toujours pour sa barbe hirsute. Tout en faisant sa toilette, il répétait de sa grosse voix les formules de physique et de chimie. Si l'étude lui était dure, sa volonté était de faire. La charité multipliait les heures de ses journées. Il allait dans les mansardes les plus éloignées pour porter de l'argent, des médicaments et mieux encore, son sourire. Il organisait des déménagements, trouvait de nouveaux logements et des emplois. Il se transformait en infirmier à l'hôpital de Cotolango, donnait un petit bouquet de fleurs pour une occasion ou pour une autre. Il ouvrait à nouveau la voie du travail et de la confiance à qui sortait de prison. Pour faire la charité, il ne touchait pas aux richesses de son père. D'ailleurs, celui-ci ne partageait pas son généreux enthousiasme. Aussi, il ne donnait pas grand-chose pour cela. Pier Giorgio utilisait pour ses pauvres sa solde hebdomadaire. Surtout, il économisait, même sur le tram. Ainsi, il faisait souvent à pied le voyage entre la maison et l'école. Aux pauvres, il ne donnait pas seulement de l'argent ou des biens matériels, il leur apportait aussi son sourire, son respect, sa délicatesse. « J'étais malade avec 3 enfants en bas âge, » écrit une veuve. Il a pris soin des enfants. Il entrait dans ma maison avec un grand respect et saluait la petite Thérèse avec des caresses. Il serrait la main à tous, de Thérèse jusqu'à la grand-mère. Il s'asseyait pour me demander des informations sur la conduite de mes enfants. Il me réconfortait avec des paroles et sa bienfaisance. Ses parents et sa sœur le voyaient sortir très tôt le matin et revenir tard le soir. Ils ne savaient rien de ses visites aux pauvres. Et quelquefois, son père se mettait en colère. Une nuit, qu'il ne rentrait pas à la maison, il la passait au chevet d'un malade dans une mansarde. Son père, toujours plus anxieux, téléphona à la police, puis aux hôpitaux. À 2 heures du matin, il entendit tourner la clé de la porte. C'était Pier Giorgio. Son père explosa. « Tu peux rester dehors le jour et la nuit. Personne ne te dira rien. Mais quand tu rentres aussi tard, téléphone. » Pier Giorgio le regarda et répondit à voix basse. « Papa, où j'étais, il n'y avait pas de téléphone. » Pier Giorgio comprenait que tout ce dévouement au service des pauvres ne suffisait pas et que l'engagement du chrétien devait rayonner sur toute la société. Il s'inscrivit donc avec enthousiasme au Parti populaire, le Parti catholique
qui était né depuis peu. Là non plus, il ne faisait pas tapisserie. Il avait compris que le communisme ne devait pas être combattu qu'avec des déclarations ou en faisant uniquement la charité, mais aussi par des réformes sociales et en défendant les justes revendications des classes ouvrières. L'engagement politique et social de Pier Giorgio ne plaisait pas aux membres du nouveau parti fasciste. Le 22 juin 1924, quelques hommes en chemise noire firent irruption dans la maison Frassati, dans l'intention de tout casser. Le sang de Pier Giorgio ne fit qu'un seul tour dans ses veines, et armé seulement de ses poings et de ses pieds, il les repoussa de telle sorte qu'ils ne revinrent plus jamais. L'engagement social et politique de Pier Giorgio ne lui faisait pas pour autant oublier ses amis, les pauvres. Un jour, l'un d'eux s'approcha de lui et demanda de quoi manger. Ne trouvant dans ses poches pas la moindre petite pièce, il recourut à l'ultime ressource, le sandwich du petit déjeuner. Il fallait connaître la robustesse de son appétit pour comprendre la grandeur du geste. « Voici, je n'ai que cela à te donner, murmura-t-il. Mais qui es-tu? Où habites-tu? Dis-moi de quoi tu as besoin. » C'était le même Pier Giorgio qui a fondé la Société des types louches, avec ses amis les plus chers. C'était une façon de vivre dans l'amitié et la joie, mais aussi de les amener discrètement et efficacement à notre Seigneur, car dans son groupe d'amis, jamais ne manquait l'ami, avec le A majuscule. Il écrivit plus d'une fois « Nous, types louches, nous nous disperserons, mais jamais nous ne pourrons nous séparer, unis comme nous sommes par le lien de la foi. » C'était toujours le même Pier Giorgio qui passait les nuits en adoration devant le tabernacle de la petite église de Sainte-Marie de la Place. Il priait sans cesse, dans ses moments libres, durant sa vie de citadin et pendant ses sorties à la campagne. Il était toujours avec le sourire sur les lèvres, même quand des souffrances secrètes le tenaillaient intérieurement. Dans son groupe d'amis, il y avait une jeune fille nommée Laura, dont son cœur ne tarda pas à s'éprendre. Il pensait sérieusement l'épouser, mais il comprit rapidement que ses parents s'opposeraient à ce mariage, en raison de la condition très modeste de cette jeune fille. Ne voulant augmenter les tensions familiales, déjà grandes à la maison, il renonça volontairement à cette union, mais pas sans une grande souffrance intérieure. Il écrivait à un ami « Vivre sans la foi, sans un patrimoine à défendre, sans soutenir la vérité dans une lutte continuelle, ce n'est pas vivre, mais vivoter. Nous ne devons pas vivoter, mais vivre. » Dans le plus profond de son âme, il y avait une source intérieure. De là venait toute sa force de vivre. Tout en lui resplendissait de cette lumière divine. Je crois que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. De cette limpide et émouvante vision, Pier Giorgio avait à plusieurs reprises fait la confidence. Bien que débordant de vigueur et de jeunesse, il pensait chaque matin à la mort et marchait vers elle avec sérénité. Emporté par sa belle générosité à visiter les mansardes des pauvres, il assistait éveiller les malades, sans jamais se demander si leur maladie était ou non contagieuse. C'est dans l'une de ces mansardes qu'il contracta la polio, cette terrible maladie qui en ce temps était presque incurable. Le 30 juin 1925, apparurent les premiers signes de sa maladie, mais toute sa famille était alors occupée à veiller sa grand-mère qui agonisait dans une chambre voisine. Nul ne prêta donc attention à son mal, et quand il tomba à terre à plusieurs reprises, personne ne le sut. D'ailleurs, lui-même ne voulait pas déranger,
sachant combien sa famille était déjà préoccupée par la santé de sa pauvre grand-mère. Quand sa grand-mère décéda et fut enterrée, sa famille s'aperçut, mais trop tard, de la gravité de sa maladie. Il était déjà presque totalement paralysé. Toujours plus soucieux des autres que de lui-même, il demanda à sa sœur un feuillet et écrivit avec une écriture quasi illisible son testament de la charité. Voici, les instructions sont de Converso et le récépissé est de Sapa. Je l'avais oublié. Renouvelle-le à mon compte. Puis, le dernier moment étant venu, il fixa ses yeux sur le grand cadre de la Madone de sa chambre. Et avec cette aisance qui lui était coutumière, il partit pour l'ultime ascension, rejoindre celui qu'il n'avait jamais cessé d'aimer sur cette terre. C'était le soir du 4 juillet 1925. La cuisinière Esther écrivit alors d'une main tremblante sur le calendrier de la cuisine. 7 heures, malheur irréparable. Pauvre Pierre Giorgio, c'était un saint, et Dieu l'a voulu avec lui. Sans le savoir, elle anticipait de 65 ans le jugement de l'Église. Cette sainteté de Pierre Giorgio ne va pas tarder à éclater au grand jour. À peine a-t-il quitté cette terre qu'une foule se presse aux portes de sa maison. Mais laissons ici la parole à sa sœur Luciana. Ma mère tenta de s'opposer à l'afflux de cette foule, sans comprendre que la grandeur de son fils lui était alors révélée. Cédant à mes prières, elle retira son ordre. Un flot de gens muets, les traits tirés, le visage baigné de larmes, montait jusqu'à lui. Chacun, en notre présence, le touchait comme s'il avait été une relique. Nous qui, des années durant, l'avions ignoré, recevions de ces inconnus la plus grande des leçons. Ses funérailles furent un véritable triomphe. Sa disparition eut un retentissement fulgurant sur toutes les classes sociales de Turin. Pauvres, ouvriers, femmes avec leurs bébés, étudiants, hommes politiques, tous étaient là pour rendre un dernier hommage à ce jeune homme hors du commun. Un chroniqueur de la Stampa nous relate ces moments bouleversants. Je me rappelle que, tandis que je composais en toute hâte mon article, j'eus du mal à retenir mes larmes, tant j'avais la gorge serrée. J'étais ému de revivre ces moments, mais surtout, je craignais de ne pas réussir à traduire mes sentiments. J'aurais voulu dire avec quelle dignité il était mort. L'église était bondée, et dehors, cela grouillait de monde. Pourtant, ils étaient peu nombreux ceux qui avaient connu personnellement Pierre Giorgio. Mais ils avaient entendu parler de sa foi, de sa piété, et ils étaient accourus, poussés par le respect, l'admiration. Là a commencé, pour ainsi dire, son procès de béatification. Pierre Giorgio fut en effet béatifié par le pape Jean-Paul II le 20 mai 1990. Mais déjà, en tant que cardinal, le pape l'avait proposé en exemple à la jeunesse de Cracovie, en des termes vibrants. Regardez bien ces photos. Nous y voyons l'homme des 8 béatitudes, qui porte avec lui la grâce de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la joie du salut offert par le Christ. Un véritable étudiant, un garçon, un jeune homme, votre contemporain, même s'il est d'une autre génération. Allez et regardez comment était l'homme des 8 béatitudes. En vérité, nous désirons tous devenir des hommes des 8 béatitudes. Là est la vraie richesse, là est la maturité. En cela réside toute la plénitude que nous apporte Jésus-Christ, en nous et avec nous. Cela s'appelle le salut du monde entier. Je n'exagère pas.